on va quand même faire un petit saut dans le temps. À l'époque, j'étais interne, 2002, un patient de une vingtaine d'années, sportif, se présente pour hématémèse. Alors, je regarde juste le pointeur, voilà. Rien de particulier à la biologie, une petite anémie, grosse thrombopénie. En gastro, pas de grosse surprise, hein, des varices de grosse taille, plus de 5 mm, qui disparaissent pas à l'insufflation, des signes rouges, qui, je vous rappelle, ne sont pas des signes hein, de saignement récent, mais d'augmentation de la pression dans les varices, contrairement au clou plaquettaire. L'évolution se passe bien, ligature, corgard, tout va bien. Et après, on se dit, bon, c'est bien, tu as 20 ans, tu as fait une rupture de varice, qu'est-ce qui se passe? Bilan étiologique, pas grand-chose. Vous voyez, virus, rien, pas d'argument, en tout cas, sérique pour une maladie auto-immune. Comme il était jeune, on s'est même laissé aller à faire une cupurie. Alors, on a essayé de faire ça un peu dynamique. Je suis désolé, la salle ne se prête pas forcément à ça, mais c'est juste pour voilà, réveiller un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer un peu sur ce diagnostic? Est-ce qu'il y a des choses... oui, bon, ça sert à rien. Et tu verras qu'effectivement, effectivement, non. Effectivement, il était disponible à la clinique, mais il n'était pas disponible au CHU. Voilà. Et donc, ouais, effectivement. Voilà, donc oui, bien sûr, on a envie de faire tout ça. Sur le scan, alors là, j'ai pas pu retrouver l'image d'origine, hein, je vous prie de m'excuser, mais ça ressemblait quand même à ça. Et effectivement, on est surpris de constater que, surtout, on pensait que c'est une cirrhose décompensée, le contour du foie n'est pas bosselé. Souvent, on entend dysmorphie, c'est une cirrhose. Alors, dysmorphie, ça ne veut rien dire. Dominique Valla, ça le faisait sauter sur sa chaise. Par contre, le contour bosselé, et c'est pour ça qu'il y a des radiologues qui développent l'indice de granularité de la surface hépatique, c'est un assez bon élément pour dire cirrhose, pas cirrhose. Le contour était lisse. Il n'y avait pas d'atrophie du 4, parce que ce à quoi on aurait pu s'attendre, et il y avait quasiment une disparition du lobe gauche. Et évidemment, vous voyez une énorme spllénomégalie, pas d'acide. Le fibroscan, effectivement, n'était pas disponible. On savait que ça existait. Le gradient de pression. Alors, on a fait une PBH transjugue parce qu'il y avait quelques troubles de coagulation. Là, un peu de surprise. 6 mm de mercure, hein, c'est quasiment normal. C'est bizarre, tu as des grosses varices. Et la biopsie avait été interprétée comme normale, en disant il n'y a pas de fibrose disséquante, et, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, on avait commencé à réfléchir, et puis le patient disparaît dans la nature. Et il revient 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, et là, il vient me voir au cabinet. Il a pris 20 kilos, hein, parce que les bêta-bloquants, il était étudiant en STAPS. Le Corgard qu'il prenait très régulièrement l'empêchait de faire du sport, donc il a repris 20 kilos. Un fibroscan qui est cette fois-ci à 8,7. Pas grand-chose au niveau bio, un TP qui est un peu bas, des plaquettes basses. Et quelles hypothèses pourriez-vous formuler concernant son problème? Est-ce que ça ressemble à une histoire d'hypertension portale finalement segmentaire? A priori, il n'y a pas de cirrhose. Il y a de l'hypertension portale, il y a des varices. Est-ce que ça peut être des varices qui ne sont pas en rapport avec l'hypertension portale? Est-ce que ça existe finalement? Peut-être des varices d'autre chose. Est-ce que finalement il y a une cirrhose et on est passé à côté? Ou c'est peut-être autre chose? Autre chose? Réponse. C'est pas réponse B, quoi. Alors, donc effectivement, même si on était un petit peu déçus de cette biopsie, on évoque un peu autre chose. Pourquoi pas plutôt l'hypertension portale segmentaire? Je vous rappelle juste que rapidement, hein, en général, c'est une obstruction de la
la veine splénique, souvent dans un contexte de pancréatite, post-pancréatite aiguë. Il y a quand même une histoire de pancréas derrière. Ça peut être tumoral, ça peut être plein de choses. Et c'est plutôt des varices gastriques, des varices ectopiques, ce qui n'était pas tout à fait le cas chez ce patient-là. Évidemment, pas de thrombosport associé. Alors, je voulais remercier Julie Reverso, qui est une de nos anapathes spécialisées en foie, d'avoir eu la gentillesse pour ce topo de avoir ressorti les lames de 2013. J'ai appris que les lames se décoloraient et que finalement, ça ne servait pas à tant... Enfin, c'était un peu compliqué finalement de ressortir des vieux trucs. Alors, c'est le matin, je vous rappelle juste ce que c'est qu'un espace porte. Alors, on est entre nous, on est entre pathologues. C'est l'unité, la vénule portale, je suis désolé de faire un peu d'anapathe, et puis une association d'une petite artériole, un canalicule biliaire. Donc il y avait ce type d'espace-porte normaux, et puis il y avait une vénule porte qui était dystrophique, parfois bloquée. Est-ce que ça peut vous évoquer quelque chose? Alors, c'est pas forcément intéressant finalement de poser cette question, parce que on va voir que c'est très compliqué, personne ne comprenait rien, et on a décidé de simplifier ça. Effectivement, le diagnostic retenu, c'était une vénopathie portale oblitérante, mais depuis 2018, il y a un consensus européen, Valdig, il y avait les recos de la FEV de 2018, mais on a décidé de simplifier ça et de regrouper un certain nombre de notions sous le terme de maladie vasculaire porto-sinusodale. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle entité, entre guillemets? En fait, c'est une association de plusieurs situations. D'abord, une situation clinique, ce qu'on a vu, c'est-à-dire l'hypertension portale intrahépatique, puisqu'il n'y a pas de Budd-Chiari, il n'y a pas de thrombosport, non cirrhotique. Mais finalement, est-ce que toute maladie commence déjà par l'hypertension portale? Non. Certainement, il y a déjà des lésions avant qu'on passe à la rupture de VO. Et puis, un certain nombre d'anomalies, mais attention, des anomalies anapathes de l'espace porte, qui part de l'espace porte. C'est-à-dire la vénopathie portale oblitérante, l'hyperplasie nodulaire régénérative, la sclérose hépatoportale. Ça n'inclut pas d'autres petites choses comme le syndrome d'obstruction sinusale, où là, on avait un peu plus de patients post-exposition à des médicaments, il y a plus d'insuffisance hépatocellulaire. Donc voilà, c'est ces entités-là, mais globalement, il n'y avait pas beaucoup de différences, il y a beaucoup de zones de chevauchement. Et donc, voilà, on regroupe tout ça dans un même sac et ça nous facilite un petit peu les choses. Et comment ça se définit? Deux situations. Donc, quand même, la base de la base, c'est une biopsie de bonne taille, plus de 20 mm, plus de 10 espaces portes, de façon à pouvoir exclure de façon formelle la cirrhose. Et soit on arrive à trouver un signe spécifique, soit d'hypertension portale, soit spécifique anapathe de maladie vasculaire porto-sinusodale, soit on n'y arrive pas, il y a une autre possibilité. Donc, qu'est-ce qui est spécifique d'hypertension portale? Justement, les varices, l'hémorragie sur hypertension portale, dont nous a très bien parlé Karine il y a quelques instants, la présence de voies de dérivation importantes, et des signes spécifiques, c'est la vénopathie portale oblitérante caractérisée comme ce qu'on avait vu. Juste pour entre guillemets rappel, l'hyperplasie nodulaire régénérative, c'est des nodules, mais contrairement à la cirrhose, pas entourés de fibrose, mais de trachéée hépatocytaire atrophique, et puis la fibrose septale incomplète. De toute façon, c'était des anapathes experts qui, bien sûr, faisaient du foie, mais qui nécessitaient souvent une relecture et qui pouvaient nous dire ça. Mais vous voyez que déjà au niveau clinique, on avait une très très forte suspicion. Alors si on n'arrive pas à trouver un signe spécifique, on peut associer deux signes non spécifiques avec
cette situation où on a pu exclure la cirrhose, donc un signe non spécifique clinique d'hypertension portale, l'acide, il peut y avoir d'autres causes d'acide que l'hypertension portale, la thrombopénie, la splénomégalie, et des signes finalement anapathes non spécifiques. Finalement, c'est un peu les versions dégradées de ce qu'on a vu auparavant. Alors là, ce patient, on dit, bon voilà, on va rechercher des facteurs associés, pas d'exposition à des médicaments, à des herbes chinoises, on fait un bilan de thrombophilie, JAK2, pas de mutation, on lui dit, vous avez 30% de risque de faire une thrombosport à 5 ans, le protocole APIS qui évalue les liquis versus surveillance. Dans ce contexte-là, on ne pouvait pas inclure ce patient dans ce protocole. On lui dit, en revanche, on vous fait une surveillance attentive. Et malheureusement, il disparaît encore dans la nature. Et il revient quelques années plus tard. Alors, on a arrêté les bêta-bloquants. Il a reperdu du poids. Le fibroscan s'est amélioré. Rien d'incroyable. En revanche, les transats ont bien baissé. Et probablement une part importante de la MAFL dans son de la MASH dans son bilan hépatique. Et alors, je voulais quand même poser cette question à l'assistance, savoir comment est-ce qu'on pouvait interpréter cette histoire-là de fibroscan et de gradient finalement normal. Est-ce que le gradient qui avait été considéré comme normal, c'est, comme je l'avais entendu à l'époque, le radiologue qui a mal fait son boulot, ou est-ce que c'est, dans le cadre de cette maladie, quelque chose qui est attendu et dont on doit se méfier? Vous avez déjà entendu quelque chose comme ça ou non, ça vous dit rien? Bon. En fait, c'est tout à fait attendu dans le cas de ces maladies-là. C'est vraiment... Le gradient, finalement, est normal dans le cas de ces maladies. C'est un peu une surprise. Alors, dans le cas d'une thrombosport, alors ça, c'était des cirrhoses décompensées. Hein. Bien sûr, toutes les cirrhoses ne sont pas à 40 de fibroscan. Ce sont une hémorragie digestive. Évidemment, on avait une élastométrie hépatique plutôt normale en cas de thrombosport. Un gradient qui était soi-disant normal. Alors bien sûr, la mesure du gradient en cas de thrombosport, c'est un peu compliqué. Mais dans le cas de la maladie porto-sinusale, un peu le piège, puisque c'est une hypertension portale par bloc intrahépatique, on se dit, de toute façon, le gradient qu'on va mesurer va être important. Et ça va nous permettre vraiment d'insister auprès de la napate, de refaire 15 biopsies. C'est normal qu'il soit normal, si je puis dire, parce qu'en fait, c'est un bloc pré-sinusal, peu importe, mais c'est un petit piège de cette observation. Et ce qui est un peu triste, c'est ça. Je ne sais pas si ça ressort bien l'imagerie. Donc il est revenu, encore une fois, après 3 ans d'absence. Il n'a évidemment pas fait de surveillance. Une IRM au temps portal. Est-ce que vous voyez un truc sur cette imagerie? Donc là, c'est bien un temps portal parce qu'on regarde la veine cave, on a l'impression d'avoir des petites branches portes. On a l'impression qu'on ne voit pas de tronc portal, mais par contre, on voit des branches derrière. Thrombosport, mais on voit des trucs derrière. Thrombosport récente. Alors, si on voit des trucs derrière, c'est effectivement qu'il y a eu des voies, entre guillemets, de dérivation porte-au-porte et que c'est plutôt un cavernome. Donc, ça c'est... Bon, déjà, on arrive un peu après la bataille. Et ici, la rate a encore augmenté. Hein, elle est passée à 20 cm, favorisée par justement cette thrombose portale et d'énormes voies de dérivation. Et sur le temps artériel, on a la surprise de trouver ça. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est un nodule hyperartériel, puisqu'on est auto-artériel. Il n'y a pas de signature au niveau portal. Et il n'y a pas des signes qui pourraient, dans ce contexte, être un peu plus spécifiques.
de carcinome hépatocellulaire, hein, comme l'hypophagisation en T1, les capsules, etc. Et en fait, c'est heureusement pas un carcinome hépatocellulaire qui est assez rare finalement dans tout ce contexte, mais des nodules qu'on dit HNF-like. Donc les gens qui ont des problèmes d'inflow, enfin d'entrée de sang, thrombosport ou maladie vasculaire porto-sinusale vont plutôt faire plein de nodules bénins. Et quand on a des problèmes de sortie, comme le Budd-Chiari, il y a beaucoup plus de fibrose qui s'accumule et ça va plutôt faire des carcinomes hépatocellulaires beaucoup plus fréquemment. Ça nous permet juste de faire juste un point, parce que Dan s'agite, il me disait que mon temps est dépassé. Les complications, en fait, sont principalement en rapport avec l'hypertension portale. Il n'y a quasiment jamais de carcinome hépatocellulaire. Il y a très peu d'insuffisance hépatique, hein, comme dans notre observation, moins de 15%. Et finalement, l'hémorragie digestive, malgré la prophylaxie, c'est quand même un tournant de la maladie. Et c'est à ces moments-là que les gens font de la cite. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Samy. C'était très intéressant. Je pense que s'il n'y a pas de questions... Ah, on a une question. Simplement un commentaire. Est-ce que tu as quand même regardé s'il prenait des anabolisants? Oui. C'est décrit avec des anabolisants sportifs. Exactement. Qui a un suivi quand même un peu erratique. C'était notre première idée, en fait. Hein. On s'est dit, il se prend des trucs, et on a interrogé sur plusieurs années consécutives, et en fait, non. C'est en se disant, bah voilà, il a... mais en fait, non. C'est connu les toxiques, les plantes et tout ça, parce qu'on en voit quasiment jamais, donc c'est relié à quoi le facteur de risque? Bah, en fait, en facteur de risque, tu as un petit peu, justement, les toxiques, les plantes et ce genre de choses, mais ça donne plus, effectivement, de dilatation sinusale et syndrome d'obstruction sinusale. Il y a un grand truc, alors je ne vous ai pas fait le topo, hein, mais les origines génétiques sur les télomérases, et notamment TERT, quand il y a des cheveux blancs de façon un peu précoce, ce qu'on appelle la canicie précoce, parce qu'il avait une thrombopénie très importante. Quand même, il avait parfois 40 000 plaquettes, thrombopénie très importante, cheveux blancs précoces, et ça, c'est souvent des anomalies de la télomérase, et il y a des recherches génétiques spécifiques qui étaient négatives chez lui. Hein. Et donc le bilan étiologique, il était négatif, comme dans 50% des cas, chez lui. Et peut-être que dans 15 ans, on trouvera quelque chose, hein, mais voilà. Merci. Juste peut-être pour revenir à quelque chose de très pratique, le message quand même, la hémorragie digestive, effectivement l'un des premiers examens c'est quand même le scanner, hémorragie digestive par rupture de varices œsophagienne, qu'il soit cirrhotique ou pas, c'est le scanner en premier quand même pour évaluer, savoir si ça passe CHC, thrombose et tout ça. Ah bah oui. Et pas de signe de cirrhose évident, c'est la biopsie hépatique du coup par voie transjugulaire qu'il faut avoir facilement. Ou par voie transpariétale. Hein, c'est-à-dire que dès qu'on peut, quand on a, il faut avoir à la fin, peu importe la voie, c'est avoir un prélèvement de qualité. On peut avoir des prélèvements de qualité par voie transjugulaire. C'est pas vrai que c'est que ça s'est passé comme ça, mais c'est que c'est toujours mauvais. Mais il faut exiger qu'à la fin on ait beaucoup de matériel, parce que sinon on a un peu d'errance comme dans ce cas de figure. Merci beaucoup, Samy.